Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une sommité du football féminin, un entraîneur de niveau mondial. Il a fait le tour de la planète. Aujourd'hui, il fait les beaux jours de la sélection nationale algérienne féminine. Bonsoir, monsieur Farid Belstiti. Bonsoir. Félicitations pour cette deuxième qualification consécutive à la CAN. D'abord, cet exploit. Parlez-nous de la victoire en double confrontation face au Cameroun, 2-1 à l'aller, 1-0 au retour. D'abord, ça reste véritablement un résultat très positif pour notre sélection nationale et pour notre fédération. Deux matchs très compliqués puisqu'ils sont arrivés assez vite après la CAN sans pouvoir véritablement pouvoir les préparer sur le terrain, puisque je crois qu'avant le premier match, on a eu 2 séances. Donc il a fallu véritablement rester sur ces principes déjà élaborés plus tôt. 2 matchs maîtrisés, d'abord avec un score de 2-1 à domicile où sur l'ensemble, je crois qu'on mérite, même si le Cameroun, sur les 15 premières minutes, nous a un petit peu malmenés, mais c'était normal puisque voilà, c'est le lot du football. Hein, l'entame de match peut être compliquée, mais 2 buts marqué à la régulière, normal, sur le jeu. Et puis un but camerounais qui nous a mis quand même en difficulté, mais ça n'a pas eu trop d'incidence sur le mental de l'équipe et du staff, parce que on avait prévu de se dire que la victoire était essentielle au match aller et qu'on allait quand même avec un grand avantage à l'extérieur. Le deuxième match a été maîtrisé. J'ai pas grand-chose à dire sur le deuxième match, parce qu'on on a eu un peu plus de temps pour le préparer, mais le voyage a été très 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 difficile. On est arrivé la veille de match quand même à 5 heures du matin, je crois, donc les filles ont beaucoup dormi. J'avais un peu cette crainte sur le deuxième match qu'elles soient fatiguées, mais bon, elles m'ont surpris, hein, parce que physiquement, c'était pas le problème. Et donc, tactiquement, je crois qu'on a bien négocié ce deuxième. L'ambiance au vestiaire, juste après le match à Douala, au Cameroun? Alors malheureusement, je vis rarement les ambiances de vestiaire, parce que tout de suite après, on va à la conférence de presse. Il faudrait qu'ils y réfléchissent un petit peu, à la repousser un peu. Donc on m'a dit que c'était quand même assez euphorique, mais c'est à l'hôtel où c'était quand même assez extraordinaire, avec des Camerounais, un peuple camerounais très fair-play, vraiment. Je crois que c'est la gentillesse des Algériens et puis la discipline et le respect de nos joueuses qui ont fait que le staff de l'hôtel au Cameroun a vraiment fêté avec les joueuses et le staff et l'ensemble de la délégation cette victoire. Monsieur Belstiti, vous avez déclaré auparavant que rejoindre la sélection algérienne était aussi un hommage à votre papa. C'est le retour aux sources, c'est les racines qui appellent? Oui, je crois que ça a beaucoup joué. L'Algérie m'a appelé, donc notre ancien président Zef m'a appelé, et donc le projet était bien, donc j'ai été intéressé tout de suite par le projet. Mais c'est vrai que c'est pas le football dans son ensemble et le projet, l'ambition sportive qui m'a poussé à venir en Algérie. Parce que c'était compliqué de reprendre l'équipe féminine. Beaucoup de travail. Donc j'étais hésitant. Non, c'est plutôt mes racines et le fait que j'avais cette occasion unique de rendre un petit peu à mon pays. Parce que mon père, en venant en France, m'a donné beaucoup, parce que je serais peut-être pas celui que je suis aujourd'hui. Et donc, en revenant ici, je lui rends un petit peu de ce qu'il m'a donné, de ce que m'ont donné mes parents, même ma maman. Donc voilà, ça a été beaucoup de sacrifices pour eux. Pour moi, c'est pas un sacrifice de revenir, parce qu'eux sont rentrés en France avec des conditions vraiment très très difficiles juste pendant et après la guerre d'Algérie. Et donc vous imaginez un petit peu la pression pour mes parents avec plus de 10 enfants. Pas d'argent, donc etc. Donc moi je reviens en Algérie, ce serait inconsidéré et irrespectueux de dire que je reviens dans les mêmes conditions, mais j'essaie quand même de leur rendre un petit peu de ce qu'ils m'ont donné. C'est une transmission d'amour du pays? Et la transmission, je le dis, c'est marrant, mais même si on vit dans le mouvement de la culture occidentale, dans
la floraison un petit peu d'informations, de culture, d'éducation occidentale, il arrive que on devienne, de tout ça on ne devient pas, mais il arrive qu'on reste complètement algérien. Je vais vous raconter une anecdote. Mon fils, un jour, sans avoir vraiment, on n'est pas des, comment dire, on parle pas toujours de l'Algérie à table. On parle de plein de choses, bien entendu. Mais on sait qu'on est algérien de toute façon, de naissance, de sang aussi. Et donc un jour, je monte dans sa chambre et puis on voit un gros drapeau algérien. Donc voilà. Alors qu'il est de 4e génération. Donc vous voyez. Donc c'est bien parce que avoir ces deux cultures, ça permet d'abord de s'enrichir et puis d'avoir un esprit critique sur tout ce qui nous entoure. Et donc on peut être à la fois très culturellement, traditionnellement, très penché sur nos racines, et puis avoir aussi cet esprit ouvert et de critique qui correspond un petit peu au lieu où vous avez vécu toute votre vie, parce que ça, il faut pas l'enlever, il faut pas l'effacer. On n'efface pas là où on est né et là où on a grandi. C'est pas possible, ça doit rester, parce que ça, c'est l'identité même de votre personnalité. La seule chose, ne renions jamais nos racines. Les racines qui vous ont ramené en Algérie, la sélection féminine. Vous avez bâti une équipe solide, une équipe soudée, composée surtout des joueuses professionnelles qui jouent en Europe, à l'image de Goutia. Pour convaincre ces joueuses, il fallait une philosophie, un projet sportif. La connexion est passée à merveille. Quel est le secret? Quels sont les codes? Alors, d'abord, je crois que franchir le pas, c'est vrai qu'il était un peu compliqué pour ces joueuses-là parce que elles sont certainement habituées au très haut niveau. C'est pas comme les garçons. Les garçons ont des entraîneurs quand même vraiment de haut rang, donc quand ils viennent ici, ils sont quand même dans cette, ils perpétuent quand même cette chose, ce professionnalisme qui leur permet de trouver leur place avec l'équipe nationale d'Algérie. Avoir un projet sportif pour ces joueuses-là, il était essentiel que l'entraîneur soit clair sur ses propos. Convaincre Marine Daffer ou Goutia, par exemple, sur le fait qu'elles doivent venir avec l'équipe nationale, pour elles, c'était acquis au bout du compte. Ce qui n'était pas acquis, c'est qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, l'idée, c'était d'abord, avant de parler du fait de venir jouer pour l'Algérie, il fallait absolument leur parler du projet de l'Algérie, du projet de l'entraîneur aussi, qui est certainement le plus important. Parce que ça reste de toute façon, qu'on soit joueur professionnel ou joueuse professionnelle, on reste des professionnels. Et ce que l'on attend de là où on va parachuter, c'est que les gens nous expliquent qu'est-ce qu'on va atteindre, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, quelle est ma place dans ce projet. Et donc voilà, je crois que j'ai su l'expliquer, mais bon, elles sont férules de toute façon de l'Algérie. Ça va pas, voilà. Après, en effet, il y a mon expérience qui a beaucoup compté. Mais expliquons d'abord aux gens, quand ils veulent venir, quel que soit le projet qu'ils veulent intégrer ou qu'on leur propose quelque chose, expliquons de manière très technique ce qui va se passer et quelle place ils vont prendre dans ce projet. Parce que ça reste eux les acteurs principaux, c'est pas moi. Il y a aussi le statut. Parce qu'un entraîneur qui a fait PSG, l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas n'importe qui. Oui, merci, mais c'est vrai. Mais Finale Ligue des Champions. C'est vrai. Mais vous savez, je connais des entraîneurs qui n'ont pas forcément un statut important, mais avec qui on a envie de travailler parce qu'ils travaillent bien. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on donne. Il faut qu'on donne l'habitude à nos entraîneurs en Algérie et dans nos équipes nationales, chez les jeunes par exemple. Il faut qu'on leur donne cette habitude de se dire que c'est pas nous qui sommes importants. C'est nous qui passons les formations. Quand on passe les formations, en effet, on vit de ça. Vous savez. Ça, je peux pas le renier. C'est la vérité, on est professionnel. Mais quand même, parlons d'abord des gens que l'on va entraîner. Des acteurs. Ceux-là, nous devons être crédibles pour ces acteurs-là parce que, en définitive, nous, on ne reste pas
eux, ils vont grandir avec les équipes nationales. Parlons de Chloé Ngazé qui est nominée au CAF Award meilleure gardienne de l'année en Afrique. Que pensez-vous? Quelles sont ses chances? Je crois qu'il n'y a aucune surprise sur la dernière CAN. Voilà. Chloé a dégagé quelque chose que les grands gardiens dégagent, que je vois encore une fois chez les hommes et chez les femmes. Cette sérénité, ce calme, et puis on le ressent, vous savez, comme si la balle était toujours aimantée et elle revenait toujours sur le gardien de but. Donc sur les frappes, sur les coups de pied arrêtés, sur les CPA, on a bien vu que voilà, elle était de dimension internationale, parce que déjà, quand on parle de dimension internationale aujourd'hui d'un joueur ou d'une joueuse, il y a des profils qui doivent être voilà, qui sont essentiels. La taille, la détente, le calme, la sérénité, le jeu au pied, la qualité tactique pour un gardien de but. Donc Chloé a démontré sur cette CAN qu'elle avait tout ça. Elle a manqué un petit peu de réussite sur les coups de pied arrêtés contre le Ghana. Parlons de cette dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez joué des grandes nations, le Ghana, le Nigeria aussi. Et vous avez montré qu'il y a du caractère aussi au sein de cette sélection nationale. Et vous avez réussi à écrire l'histoire, parce que c'est la première fois que l'Algérie se qualifie au quart de finale. Vous avez franchi un cap. Est-ce que cette qualification au quart de finale vous a poussé à continuer l'aventure avec les Verts? Je crois que même si on n'était pas allé en quart de finale, si la fédération avait la volonté de continuer, oui, j'aurais bien réfléchi peut-être à continuer. C'est plutôt, je crois, c'est plutôt le potentiel, les objectifs qui arrivaient, notamment le challenge d'aller chercher une Coupe du Monde, qui m'ont. Voilà, moi, j'adore ça. Dès plus on va me donner des objectifs, plus on va m'embêter, plus je suis voilà, intraitable là-dessus. J'adore ça. Donc voilà, c'est dans mon ADN. Et donc c'est cet objectif-là aussi, parce que beaucoup de choses m'ont dit m'ont convaincu aussi de rester, et pas des moindres. Donc aussi pour elle aussi. Et puis voilà. Puis après le projet avec le président, bien entendu. La prochaine Coupe d'Afrique arrive, c'est les objectifs. Vous avez parlé d'objectifs. Il y a le Mondial 2027 qui se tiendra au Brésil. Et quels sont déjà les objectifs fixés avec la fédération? Parce qu'on parle des objectifs, des résultats, mais là, il y a des objectifs aussi avec la fédération, noir sur blanc. Est-ce qu'il y a eu des signatures dans ce contexte? Et est-ce que aussi la fédération a mis à votre disposition tous les moyens afin de réussir, surtout sur ces dernières années, parce que vous êtes là depuis décembre 2022, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, d'abord, contractuellement, il est bien évident qu'un entraîneur a des objectifs sur son contrat. Pour l'instant, j'arrive à sauter les obstacles. Et ce ne sont pas des obstacles faciles que j'ai, parce que l'équipe féminine d'Algérie part quand même de loin. Donc les ambitions, les obstacles sont quand même très hauts. Mais je les franchis quand même. La deuxième chose, la Coupe du Monde, oui, vous savez, ça a toujours été dans ma tête en fait. J'avais, avant de signer sur le projet, vous savez, moi j'aime bien faire des calculs, d'abord en termes de potentialité, après en termes de possibilité d'accessibilité à ces objectifs, et après, qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire ce que je me suis dit de faire. Et donc, le potentiel joueuse, il est quand même assez important, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Les objectifs que je voyais en perspective quand même étaient importants. Le seul couac, ça a été les Jeux Olympiques, parce que malheureusement, on ne s'était pas inscrit, mais j'avais déjà ça en tête. Après, il y a eu les CAN, et puis cette CAN qui arrive.
A tout changé cette CAN? En fait, cette CAN, pour moi, elle était pendant la première CAN. Cette CAN, j'y pensais déjà. Parce que je savais que pour l'Algérie, elle est essentielle pour être un bondissement, hein, ou un tremplin pour aller dans quelque chose qui peut être merveilleux pour l'Algérie, c'est-à-dire que nos deux équipes soient qualifiées pour l'équipe nationale, et ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire aussi pour notre président, pour son mandat, ce qui rendrait fier un peu tout le monde, et ça amènerait aussi pour nos jeunes filles cette possibilité de ce jour, de se dire, tiens, elles ont fait la Coupe du Monde, moi j'ai envie de faire la Coupe du Monde. C'est pas facile parce qu'on n'en est qu'à 3 ans quand même, et il y a des gens qui attendent toute une vie pour faire une Coupe du Monde. Moi, peut-être que je vais la faire dans 3 mois, là, dans 5 mois. Hein. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et surtout, il faut être parmi les demi-finalistes Oui. de cette CAN pour se qualifier directement. Oui, ouais, le challenge, il est énorme. Parce que je crois que quand on regarde les équipes qui se sont qualifiées là, on retrouve à part le Cameroun, hein, qui a l'habitude d'être à la CAN, hein, la Côte d'Ivoire qui est très forte, qu'ils ont perdu. Nous, on a éliminé le Cameroun, Côte d'Ivoire qui est éliminée contre le Sénégal. Donc, il y a des gros qui sont pas là. Vous imaginez? Donc, c'est pour ça que la CAF devrait passer peut-être à 16, hein, c'est une parenthèse. On se dit qu'aujourd'hui, de toute façon, la voie pour aller à la Coupe du Monde, elle passe automatiquement par faire des choses exceptionnelles contre des équipes qui sont aussi exceptionnelles. Donc l'Algérie, on espère qu'elle sera une équipe exceptionnelle sur cette CAN pour pouvoir atteindre cet objectif. Et moi, j'y crois vraiment, parce que j'aime pas aller dans une compétition sans me dire que cela n'est pas possible. Tout est possible. Je dirais qu'on a les moyens si j'arrive à faire en sorte qu'il y ait une homogénéité sur celles qui ont le plus d'expérience et les plus jeunes qui ont un gros et un fort potentiel. Il nous manque 1 ou 2 postes où on doit peut-être s'améliorer ou qu'on doit perfectionner. Et puis, il nous faut un peu de chance. Sur la dernière CAN, on a perdu Naïma Bouhani et Iken Morgan Iken qui s'est blessé. Imaginez si vous perdez votre avant-centre avec les garçons, votre meilleur buteur, et puis peut-être la future meilleure buteuse sur la CAN. C'était terrible, hein, sur le coup. Tout le monde avait été assez frustré de ça. Là, vous parlez des joueuses, oui. Mais moi, je veux m'étaler sur le côté infrastructure, les matchs amicaux, en fait, toute une organisation, toute une gestion pour cette équipe féminine. Est-ce que vous avez ce potentiel, ces moyens? Oui, alors... Vous avez joué 23 matchs depuis votre arrivée entre officiels. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, parce que je pense que là, la fédération a vraiment fait des efforts. Alors tout le monde, vous savez, quand on vient d'un milieu professionnel, on vient du PSG, on vient de grands clubs, on voudrait que tous, pour les filles, on voudrait qu'en venant en Algérie, tout soit parfait, tout arrive comme ça, facilement, l'argent coule à flot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des étapes à franchir, et je crois que le président les a bien comprises. Regardez, on les franchit doucement. Quelquefois, je râle. Un entraîneur, il râle toujours. Hein. J'ai pas de matchs amicaux, par exemple, ça arrive. C'est pas les matchs amicaux que je veux. Les entraînements, Mais, vous savez, on s'est beaucoup amélioré là. Et on peut pas... Je serais vraiment pas honnête de dire que notre président n'a pas fait un maximum de choses pour qu'on soit dans de bonnes conditions. Et lui-même nous l'a dit, chaque chose se font en leur temps et on aura de bonnes surprises dans l'avenir. Et encore plus aujourd'hui parce qu'on lui rend un petit peu l'intérêt qu'il a porté sur notre équipe nationale féminine. Vous êtes satisfait par rapport à votre parcours avec l'Algérie jusqu'à maintenant? Sincèrement. Il y a des regrets? Oui. Le regret, c'est d'avoir perdu au pénalty contre le Ghana. Parce que je crois, sincèrement, je pense que si on était passé, il se serait passé quelque chose de fou, peut-être contre le Maroc. C'est dommage. Mais je n'ai que cette frustration des pénaltys, pas forcément du match. Le pénalty, c'est toujours frustrant pour un entraîneur.
Le match, non, pas tant que ça, parce que le Ghana est une équipe très solide aussi. Hein. Donc c'est des matchs qui se jouent véritablement à pas grand-chose, j'ai l'habitude. Hein. Ce sont des matchs qui se jouent vraiment à un détail vraiment particulier quelquefois que vous n'avez pas anticipé. C'est ça. Mais le reste, non, j'ai aucun regret sur le fait d'être venu avec l'équipe nationale, sur le fait d'avoir atteint pratiquement tous nos objectifs et peut-être encore au-delà de nos objectifs. Tout le monde pourrait me dire, mais oui, mais c'était inespéré, c'est incroyable ce que vous avez fait. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est les filles, hein. C'est les joueuses, c'est le staff. Moi, j'apporte simplement les ingrédients nécessaires pour qu'on reste sur la bonne route, la bonne voie, du haut niveau. Et j'espère que quand, un jour, parce qu'il y a toujours une aventure qui s'arrête, j'espère que ceux qui seront derrière le foot féminin auront compris que cette aventure peut continuer longtemps, parce qu'on en a les moyens. Quel est votre moment fort avec la sélection? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est solide. Puis c'est l'enjeu. Elles ont réussi à faire que l'enjeu était une motivation supplémentaire et pas un complexe ou un frein à notre résultat final. Je crois que j'ai été surpris là-dessus de mes joueuses sur le fait qu'elles ont été très calmes, très sereines, très organisées, très attentives. Et vous savez, c'est comme quand vous regardez les matchs et que quand vous êtes entraîneur et que vous avez bien travaillé et qu'après que vous êtes sur le banc de touche et que vous voyez, ah, mais tiens, ça c'était ce qu'on a dit, tiens, ça c'est ce qu'on a fait. Wow, elle se comporte en bloc comme on l'a travaillé ensemble, comme on l'a discuté. Ben voilà, vous vous dites que le film on l'a déjà vu en fait. Et ben c'est ce qu'elles m'ont rendu. Mes joueuses me l'ont bien rendu, donc ben, tant mieux, hein, tant mieux. Farid, il y a une question qui me vient à l'esprit. Il y a toujours une comparaison entre le football féminin et le football masculin. Oui. Concrètement, que pensez-vous? Oui. Non, je crois que d'abord on ne peut pas comparer la femme et l'homme, tout simplement. Et donc, de manière implacable et rationnelle, on ne peut pas comparer le football féminin et le football masculin, puisque ce sont des critères athlétiques, des conditions aussi complètement différentes. Le football féminin aura sa notoriété, par exemple sur la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, la Champions League, hein, qui est superbe. Même la dernière Coupe d'Afrique. Oui, la Coupe d'Afrique, elle a vraiment fait un bond. Souvent, vous savez, vous regardez un match amateur de garçons, ça joue bien des fois, c'est des bons joueurs. Et puis, il a été filmé, ce match. Vous avez vraiment, des fois, vous n'avez pas envie de le regarder. Pas parce qu'ils sont pas bons, parce que la projection de ce qui vous est proposé sur l'écran, elle n'est pas bonne. Donc, vous avez une impression de... C'est savoir vendre. Ouais, il faut vendre le football. Et chez les garçons, c'est pareil. Quand vous voyez les championnats anglais, vous vous dites ah, c'est extraordinaire. Je suis allé voir un match en Angleterre. Ah oui, l'ambiance est exceptionnelle. En Espagne, ça, en France aujourd'hui, voilà. Le football, un match de football de très haut niveau, c'est comme si on allait projeter un film ou comme si on allait voir un spectacle. Et si les gens considéraient le football féminin de très très haut niveau et considéraient aussi les moyens qu'ils pouvaient mettre pour le mettre en évidence, comme à la Coupe du Monde, comme aux Jeux Olympiques, comme à la CAN, ça changerait pas mal de choses. Farid, concernant la relation entre entraîneurs, joueuses, j'ai souvent entendu que vous traitez vos joueuses comme si c'était un membre de votre famille. Je vais citer, on va faire un petit quiz, je vais citer les noms de vos joueuses et vous me les décrivez en 2 mots. Vas-y, on va commencer avec Marine Daffer. Calme, solide, gentille, incroyablement solidaire de ses partenaires. Ça, c'est plus que 2 mots. Hein. Ouais. Inès Bouloumou. Un peu folle, mais une folie qui transpire de manière très positive sur le groupe et des qualités quand même exceptionnelles pour la femme que c'est, incroyable.
ouais, techniquement et physiquement, Inès mentalement. Boutaleb, discrète, secrète, parce que on la voit pratiquement pas dans le rassemblement, mais pareil. C'est un talent qui aurait dû certainement jouer au très 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 haut niveau dans les plus grands clubs, mais bon, Inès se complaît comme ça lui suffit. Et voilà. Chloé? Chloé a franchi des étapes tranquillement. Je l'ai eue au Paris Saint-Germain. Je la connais depuis qu'elle est toute jeune, Chloé, depuis l'âge de 15 ans. Je l'ai eue, je ne l'ai pas gardée au Paris Saint-Germain, parce que elle n'était pas encore prête, quoi. Puis elle est partie aux États-Unis, elle s'est étoffée, elle a mûri, et ça reste la gardienne aujourd'hui que vous voyez. Mais d'une gentillesse incroyable, très sensible, Chloé. Très sensible. Très sensible. Gauthier Carchoni? Alors Goutia, c'est pareil, je la connais depuis qu'elle a 14 ans, Goutia. Donc, parce que quand j'étais à l'Olympique Lyonnais, elle a intégré le club, elle jouait à Saint-Priest, une banlieue de Lyon. Et puis elle jouait avec les garçons, Goutia. Puis elle marquait tous les buts, elle était exceptionnelle. Ensuite, elle a franchi les étapes avec l'équipe de France. Elle était championne d'Europe, championne du monde quand même, avec les jeunes, avec l'équipe de France. Je l'ai récupérée au PSG, donc elle m'a suivi de Lyon. Quand je suis allé au PSG, elle est venue avec moi. Elle s'est blessée malheureusement. Elle a eu un ligament croisé, ce qui l'a un petit peu embêtée. Et puis elle a rebondi dans les grands clubs que vous connaissez. L'Inter. Goutia, discrète, mais quand elle a quelque chose à vous dire, Goutia, elle vient vous le dire. Et ça, c'est bien. Vous pouvez me la décrire en 2 mots? Goutia est, pareil, est réservée, est très pieuse. Elle est attachée aux traditions et elle n'aime pas la malhonnêteté. Villati Sofia? Ah, Sofia, je la connaissais pas quand je suis arrivé, pas du tout, parce que vraiment. D'ailleurs, la plupart des joueurs, je ne connaissais pas. Par exemple, Marine Daffer, je la voulais au PSG, je la connaissais. Elle n'a jamais voulu venir au PSG, donc c'est bien. Sofia, non, c'est la capitaine idéale. Sofia, c'est la capitaine idéale. Elle a vraiment l'amour du pays. Ça, c'est super important. L'amour du drapeau, c'est incroyable. Mais surtout, elle ne pense jamais à elle. Elle pense d'abord à ses partenaires avant de prêcher pour sa propre paroisse. Et ça, c'est une vérité. Et par contre, elle a des qualités quand même de défenseur quand même très, très, très intéressantes et très exceptionnelles aussi. Merci beaucoup, monsieur Fakir. Merci beaucoup. C'était un honneur pour moi. Moi aussi. Merci, c'est la fin de cet entretien. Merci Farid Mostiti d'avoir accepté notre invitation. Pour les téléspectateurs d'Al24 News, l'information continue. À bientôt.